toute démocratie, on doit payer des impôts. Les philosophes nous l'ont expliqué il y a déjà plus de 2 siècles. On en retrouve la trace chez Montesquieu, par exemple, en 1748. Il y a des travaux récents qui montrent une corrélation étroite entre le poids des impôts dans la richesse nationale et le niveau de démocratie. Il y a même le philosophe économiste Adam Smith qui, dès 1790, pourtant il est libéral, avait expliqué qu'il fallait payer des impôts. Sauf qu'il donnait un certain nombre de restrictions, de maximes relatives à ces impôts. Par exemple, sa première maxime était que les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement en proportion du revenu dont il jouit, sous la protection de l'État. Alors, effectivement, si les banques sont sous la protection de l'État, ce qui est bien le cas puisque les États sont bien les sauveurs en dernier ressort, il semble logique que les banques payent des impôts en proportion de ce soutien qu'elles obtiennent. Et la deuxième maxime d'Adam Smith était que la taxe de chaque individu ne doit pas être arbitraire et il fallait absolument respecter le principe d'équité. Alors équité, on peut se poser des questions. Par exemple, il existe une taxe sur les transactions réelles, c'est ce qu'on appelle la TVA. Cette taxe, dans les pays du G7, a augmenté de plus de 2 points entre 1965 et 2007. Par contre, le profit sur les sociétés n'a augmenté dans ces mêmes pays que de 0,2 points. Alors, on a donc une TVA qui tourne pour ces pays-là autour de 20%, une taxe sur les transactions financières qui devrait être de 0,01% en France. Il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Alors, on peut donc justifier une taxe ou une surtaxe sur les banques d'un point de vue philosophique, même libéral. Mais quand on regarde la taxe sur les transactions financières, force est d'admettre qu'il ne s'agit pas d'une surtaxe des banques. Telle qu'elle est construite à l'heure actuelle, techniquement, on s'aperçoit, si on fait bien les calculs, que ce sont malheureusement les investisseurs finaux qui vont supporter le coût, c'est-à-dire les ménages et la gestion collective. Ce qu'il faudrait clarifier à propos d'une telle taxe, c'est quel est son objectif ? Pourquoi on la met en place et que va-t-on faire des ressources issues de cette taxe. Alors s'il s'agit d'une taxe punitive, par exemple, contre les banques qui ont déstabilisé l'économie réelle, à ce moment-là, autant surtaxer directement tous les intermédiaires financiers. Si cette taxe est mise en place pour réduire la spéculation et la volatilité, le problème devient beaucoup plus complexe. Une telle idée avait été émise dès 1936 par Keynes, même si elle a été reprise et rendue célèbre par Tobin qu'en 1972, et il parlait du marché d'échange. Depuis les années 2000, cette idée est défendue par un grand nombre d'acteurs des marchés financiers, en particulier par les dirigeants d'autorités des marchés financiers. En particulier, le dirigeant de la FSA, Turner, à Londres, l'a défendu dès 2009, ou Jean-Pierre Jouyet à l'AMF. Cette idée a même été présentée et soutenue par Gordon Brown au G20 de novembre 2009. Alors, première question, est-ce que cette taxe peut être efficace pour réduire la volatilité et la spéculation ? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on entend faire des ressources issues de cette taxe ? Alors, en termes d'efficacité, hélas, il faut quand même reconnaître que les marchés financiers ont un fonctionnement très complexe et très technique, et que malheureusement, comme toujours, le diable va se cacher dans les détails. En particulier, on s'aperçoit que dans les propositions de mise en place de cette taxe sur les transactions financières, un certain nombre de niches fiscales, c'est-à-dire d'exemptions, sont prévues. Alors, par exemple, la taxe sur les actions, qui va être de 0,1% et qui va s'appliquer à partir de 2012, ce qui n'est pas énorme. Je rappelle que les Anglais ont un stamp duty de 0,5%, comporte un certain nombre d'exemptions qui posent question. Par exemple, les produits dérivés pour lesquels la livraison ne se fait pas en physique mais en espèces sont exemptés. Et donc ça veut dire que les opérations de spéculation pourront sans doute se transférer sur les produits dérivés au lieu de se faire sur les marchés au comptant. Mais comme il y a un lien très étroit entre le marché au comptant et les marchés à terme, je ne suis pas sûre que le résultat soit très efficace. Deuxième problème, peut-être
plus gênant, c'est la taxe qui concerne le trading à haute fréquence. Alors, on sait que pour le trading à haute fréquence, environ 90% des ordres sont annulés et modifiés. Et le gouvernement a prévu de taxer à hauteur de 0,01% ces ordres au-delà d'un certain seuil qui n'est pas encore défini, mais surtout pour les activités uniquement de trading, c'est-à-dire que les teneurs de marché, ceux qui cotent les prix, et qui donc normalement garantissent la liquidité d'un marché, ne seront pas taxés. Il suffit donc que les traders en haute fréquence décident d'être market makers, teneurs de marché, pour en être exemptés. De même, ils pourraient considérer que leurs transactions ne sont pas de la spéculation, mais sont uniquement des opérations d'arbitrage, et donc ils seraient encore une fois exemptés. Et là, l'efficacité de la taxe sur le trading à haute fréquence pourrait être fortement réduite. Dernier problème, que peut-on faire des ressources issues d'une telle taxe? Alors évidemment, il s'agit du problème classique d'allocation de ressources rares, on le sait. Au sommet de Copenhague de 2009, certaines voix se sont élevées pour que l'affectation soit en faveur des pays en voie de développement pour lutter contre les changements climatiques. Heureusement, entre guillemets, que l'aggravation des déficits publics mécaniques en période de récession a fait disparaître cette idée saugrenue. Alors la taxe sur les transactions financières française va alimenter et doit alimenter uniquement le budget général et ne pas tomber dans l'erreur stratégique classique qui consiste à affecter des ressources spécifiques à des dépenses spécifiques, parce qu'à ce moment-là, la politique fiscale devient trop rigide et absolument pas adaptative. Alors, quand on regarde ce qu'a fait le Parlement européen mercredi 23 mai, eh bien, il a voté en faveur, à une large majorité, d'une telle taxe sur les transactions financières au niveau européen, sous prétexte de réguler les marchés. Et là, je pense que ça s'apparente plus à Cotter sur une jambe de bois, tout en augmentant les ressources de l'État. Et là, évidemment, on ne peut être que d'accord, puisque leur estimation tourne autour de 55 milliards de ressources supplémentaires d'ici 2014. Et pourtant, certains pays, paradoxalement, s'y sont opposés. Et pourquoi je dis paradoxalement? Parce qu'on retrouve le Royaume-Uni. Alors on peut se poser la question, pourquoi le Royaume-Uni s'oppose à une telle taxe alors que lui-même applique sur toutes les transactions actions une stamp duty de 0,5%? Eh bien là, on retrouve le problème d'affectation de ces ressources, parce que si une telle taxe est votée au niveau européen, les ressources issues de cette taxe seraient affectées au budget européen, donc un surcroît enfin de fédéralisme, mais ne seraient plus affectées du coup, ou du moins dans une moindre proportion, aux budgets nationaux. Et là, on peut dire malheureusement que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que toute réglementation des marchés financiers nécessite une coopération internationale qui trouve malheureusement ses limites dès qu'elle comporte un certain coût.